Bonjour à tous. Dimanche 1er décembre, le service politique de Télé vous remercie de votre fidélité. La matinale politique ici, matinale politique dominicale, se poursuit et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour installer un monsieur, le consultant politique et télé-expert en management électoral, consultant média en communication politique et gouvernance, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Une fois encore, vous remercier pour cette ténacité de tous les dimanches et même de tous les jours, matin et soir. Ça doit être harassant. C'est un devoir et un plaisir. Notre vécu, notre démocratie, on va en parler, mais d'abord, l'actualité de la semaine, ça aura été cette fin de mission de l'ambassadeur de l'Union européenne, fin de mission demandée par le gouvernement. Alors, crise ou pas crise, ça parle beaucoup, le gouvernement a dû sortir, mais pour vous, est-ce que le gouvernement et l'Union européenne sont en crise? Je remercie tous les téléspectateurs qui deviennent fidèles à nos séances d'échange, je dois dire, parce que c'est, comme je dis, un consultant ne passe qu'une vision, mais une vision suffisamment éclairée pour pouvoir être pris en considération. Entre le Bénin et l'Union européenne, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Et il y a un peu de tension. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Oui, il y a des dysfonctionnements, mais s'il y a un blocage, non, il n'y a pas de blocage. Le dysfonctionnement, c'est ce que le Bénin reproche à son excellence, M. Olivier Net, qu'est-ce que le Bénin lui reproche? C'est ça le dysfonctionnement. Il ne doit pas se livrer à un certain nombre d'activités sur le sol béninois en qualité de diplomate. Cela dit, c'est des choses qui sont prévues. Il a dit que si un État estime qu'un ambassadeur a un comportement pas cohérent, pas en harmonie avec les lois du pays, il peut prendre des mesures sur cet État. Donc c'est dans les différents textes auxquels nous sommes partis et qui sont en vigueur. Et dans ce cas donc, je peux dire que oui. Tout va fonctionner et tout fonctionne, mais sauf que un certain nombre d'ambassadeurs en Europe ont été convoqués. Est-ce que ce ne sont pas des éléments suffisamment, on va dire, graves pour dire qu'au-delà des difficultés, il y a crise? Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il y a des difficultés, sans doute. Le fait de convoquer à nouveau, de convoquer nos ambassadeurs dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, c'est une procédure normale par ailleurs. Ça fait partie des pratiques. Ça fait partie c'est dans les usages diplomatiques. La dernière fois, l'ambassadeur de Nigeria a été convoqué par notre ministre des Affaires étrangères pour le recadrer. En tout cas, quand il le recadrer, c'est de lui montrer de manière palpable les dérapages, la ligne qu'il a franchie. Et à chaque diplomate dans le cas d'Express, sans doute, c'est pour soit faire pour de leur désapprobation, soit chercher à comprendre ce que l'ambassadeur a fait, soit. Donc, on ne peut que subiter. Mais une telle posture est connue et autorisée par la Convention de Vienne. Alors, ceci dit, peut-être une petite question encore là-dessus, c'est quand même ces activités auxquelles Olivier Net s'est livré. Les gens parlent de la politique de trop d'ingérence dans le domaine politique. Est-ce que le champ de la politique n'est pas couvert par, on va dire, les prérogatives de la représentation de l'Union européenne ici au Bénin? Pour vous permettre de critiquer un pays étranger sur son sol alors que vous êtes un diplomate étranger, c'est la limite si vous faites irruption dans ma gestion interne. Autant vous pouvez envoyer des notes diplomatiques, des fiches, des rapports sur le pays, ça c'est pas un problème. Mais vos sorties doivent être maîtrisées. Vos propos doivent être contrôlés. Votre liberté doit être encadrée. Si ce n'est pas ça, ça pose un gros problème. Et c'est ce que reprochait M. Net. Certains diront que quand on met de l'argent, on peut dire ce qu'on veut. Mais bien sûr, mais à charge, c'est à subir les conséquences aussi. Oui, c'est-à-dire que oui, il donne de l'argent, il donne le Bénin dans un certain nombre de matières de développement, taxes de développement. Mais autant ils aident, autant ils ont contribué à des échelonnages. Tout à fait. Donc, autant ils aident le pays, autant ils montrent des directives, ils mettent des conditionnalités. Tout ça fait partie des usages. Mais autant ils aident le pays, ça ne donne pas le droit de rentrer dans le sein des saints politiques du pays. Ils peuvent rentrer, mais ils doivent apprendre à se taire.
C'est le fait de développement parachutaire qui a conduit à tout ça. Mais cela peut-être découle d'une question, M. Agapit. Napoléon sait quand même dire que c'est rare ou c'est peut-être pas arrivé comme ça, en tout cas pour notre petite expérience, de voir le Bénin demander quand même la fin de mission d'un ambassadeur comme celui-ci. Est-ce que les temps changent? Oui, les temps changent. Ce courage-là, est-ce qu'on est à la taille de ce courage-là? Non, un pays comme le Bénin, peut-être il y a 10 ans, 20 ans, n'aurait peut-être pas pu. Mais il y a quand même eu des situations. Il y a des situations avec Jean-Paul Monchot, je l'ai rappelé, mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'est l'ambassadeur de France au Bénin. Son accréditation lui a été retirée. Et il est rentré chez lui. Le 4 décembre, la République aura 60 ans. Notre vécu et notre rapport avec la démocratie, que dire finalement? Oui, disons que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, nous ont mis en réalité aux prises avec la réalité d'une démocratie éprouvée. Je dis aux prises avec la réalité d'une démocratie éprouvée parce que durant longtemps, nous avons caressé cette démocratie. Je ne sais pas si c'est dans le sens des poils ou c'est dans le sens contraire. Mais on l'a tellement caressé, on ne sait plus de quel côté on le fait. D'autant qu'on l'a désintégré, on l'a désagrégé. En 59, c'était pas une démocratie. On était en pleine conquête et en pleine décolonisation. La Deuxième Guerre mondiale, bon voilà, la France a compris qu'on ne peut pas continuer à garder ses colonies. On venait d'avoir la déclaration universelle des droits de l'homme. Il y avait le droit des peuples à déterminer, à s'autodéterminer, à décider de leur propre sort. Donc, on est dans un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre politique mondial. Même avec la balkanisation, même avec la bipolarisation, on est dans un nouvel ordre qui méritait que la France, pays des droits de l'homme, la France qui venait de gagner avec les alliés la Seconde Guerre mondiale, se donne un nouveau visage. Charles de Gaulle, qui est revenu entre-temps, dans le cadre de la 5e République, proposé au territoire donc de former la communauté avec la France. Et c'est dans cette logique que le plan d'aller à l'indépendance a été décliné. Et donc en 1959, nos États ont commencé par être reconnus déjà comme la République. Première étape avant l'indépendance. De l'Assemblée territoriale, on est passé carrément à la République. De l'Assemblée territoriale, on passe à la République. Avec gouvernement ou Premier ministre? Oui, avec Premier ministre. Avec Premier ministre, parce que le président étant toujours en France, le président français. Donc, c'est des assemblées territoriales. Donc, on passe à la République. Mais la République est rattachée dans le cadre d'une coopération, d'une alliance avec la France, et que donc le président français devient le président de tout le territoire, mais ce pays avec le Premier ministre, ce qui était un passage transitoire, ça permettrait à ces États-là, donc la Guinée n'a pas voulu, et après son indépendance en 58 septembre 58, c'est lors du de Charles de Gaulle. Donc la Guinée a préféré prendre son indépendance en septembre, en même temps, au moment où Charles de Gaulle faisait la promotion de cette nouvelle donne. Alors au Bénin, au Dahomey, dans le pays de qui était déjà dans la dynamique du Conseil de l'Entente, parce que des pays, le Dahomey, la Haute-Volta, qui est devenu Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de Félix Houphouët-Boigny, et de Rassemblement démocratique africain, RDA, qui est le mouvement qu'ils ont créé, ont décidé, à défaut d'aller à l'indépendance dans le cadre de l'AOF, de se retrouver dans le cadre d'un conseil de l'entente. C'est dans le cadre de ce conseil de l'entente qu'ils ont pensé qu'ils pourraient aller à l'indépendance. Mais bon, la République du Dahomey a été officiellement proclamée. Donc, le 4 prochain, ça fera effectivement 60 ans que nous expérimentons la République. Est-ce que nous connaissons c'est quoi la République? Est-ce que nous connaissons la valeur de la République? Donc avant même la démocratie, vous revenez sur la notion même de notre vivre ensemble au sein de la République. Si on ne connaît pas ce qu'on appelle la République, et ses exigences, on ne peut pas parler de la démocratie. La République est une forme de gestion de l'État. Elle s'oppose à la monarchie, elle s'oppose à l'Empire, elle s'oppose à l'Émirat. Donc c'est une forme de gestion. Et elle a ses règles. Et dans le cadre de ces règles, il y a nécessairement des pouvoirs qui s'administrent librement dans le cadre de la Constitution, par exemple. Donc, la France, terre des hommes, terre des droits de l'homme, a conféré
en fait, à ces colonies, cette prérogative de la liberté telle qu'elle-même exerce le pouvoir. Un président de la République, des premiers ministres dans les assemblées territoriales, et qui expérimente l'exercice du pouvoir d'État. Au sein d'assemblée, il y a maintenant des assemblées locales qui sont l'embryon de la future Assemblée nationale de nos États. Et donc, à partir du moment où l'Assemblée territoriale s'est mise en place, au terme des élections, c'est le président Apiti, le président Maga, qui, au terme de la coalition, mais bon, on dira tout ce qu'on voudra de la manière dont sa coalition avec la Pitié a été mise en place. En écartant Omanegbe, qui était quand même le pouvoir le plus solidement assis. C'était le parti, l'UDD, était le parti qui avait plus de militants au terme de vote. Mais on a mis en place un système qu'on appelle le gerrymandering. Gerrymander, c'est un système inventé par un Britannique qui s'appelle Gerrymander. Ceux qui sont dans le secteur le savent. Et donc, ce système permet donc à noyer les fiefs électoraux dans des circonscriptions où la personne ne gagne pas, mais ces fiefs sont noyés là-dedans. Donc, ce n'est pas un système de découpage cohérent, c'est un système politique de découpage, un système de découpage par d'opportunité pour empêcher l'autre. Et Amanegbe est tombé dedans, et donc quand vous faites le point au terme des élections, vous allez voir qu'Amanegbe avait plus de voix, mais moins de députés. Et donc, à Pitié, Maga et Apiti avaient plus de députés et moins de voix. Et donc, c'est eux qui ont, et dans le cas de l'accord, c'est Maga qui a proclamé, enfin, qui est investi Premier ministre de cette assemblée territoriale, et qui, avec le temps, deviendra donc celui qui proclamera la République, l'indépendance, le 1er août 1960. Voilà un peu pour l'histoire, mais pour la réalité, c'est que, donc, ça fait 60 ans que nous expérimentons ce vivre ensemble. On n'était plus colonie, on est devenu pré-indépendant. On a une république, la république du Dahomey. Hier, le 30 novembre, on aurait pu fêter les 3 glorieuses. Tout à fait. Donc, le 30 novembre 1975 a pris le nom de République populaire du Bénin. Avec la révolution et le souhait des révolutionnaires et de certains leaders de gauche de l'époque d'en finir avec la période coloniale et surtout la période royale, où Dahomey était pressenti était compris comme la terre des fonds, des rois, fonds, d'Abomey, tout ça. Donc il fallait changer un tout petit peu. Bon voilà, on a créé l'unité nationale, on a pensé au Bénin, parce qu'on s'est dit, bon là, le Bénin, c'est un peu toute une civilisation du Golfe de Guinée, un peu, bon d'accord, il y a Benin City au Nigeria, il y avait l'université du Bénin au Togo, qui est devenue maintenant l'université de Lomé. Donc du coup, voilà. Au niveau de Golfe, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve exactement. Donc on a des Républiques populaires du Bénin. À la Confédération de 1990, il n'a pas voulu remettre en cause cette logique. Je pense que c'est le débat s'est fait. Il y a eu le débat. Il y a eu le débat. Très peu quand même demandé qu'on retourne de Dahomey. Très peu. C'est vrai que les gens voulaient tuer la révolution, l'enterrer avec toutes ces institutions, toutes ces couleurs. Mais bon, on l'a enterré avec les couleurs des drapeaux du parti, de l'État. Mais on a gardé au moins la République du Bénin. On a sauté le populaire. Donc, on a gardé. Donc, la République, donc, à 60 ans, elle est passée par la République du Dahomey, République populaire du Bénin, puis, depuis le 1er mars 1990, nous sommes République du Bénin. Voilà, alors, est-ce que dans cette marche-là que nous avons entamée depuis 59, on peut être fier, avant même d'en arriver à la démocratie, est-ce qu'on peut être fier de tout ce qui a été fait comme effort pour, on va dire, cimenter cette République, avant d'en arriver à la démocratie? Oui, mais attendez, on ne peut pas dissocier le parcours démocratique. Le parcours de la République est lié au parcours. Enfin, la démocratie n'est que la manière de fonctionnement de la République. Les deux ne sont pas absolument dissociables. Parce que même quand on a été République populaire du Bénin, comme l'État guinéen était la République
populaire révolutionnaire de Guinée. Et ça c'est plus corsé. Sous Sékou Touré, c'était ça. Le Congo Brazzaville, c'était la République populaire du Congo. Donc, populaire montrait la forme des républiques que nous sommes. Nous sommes une république de démocratie populaire. Contrairement aux démocraties de type libéral, nous sommes démocratie populaire. Ça veut dire le pouvoir au peuple, pour rester dans la dynamique des leaders de gauche de type capital, de type communiste ou socialisant. Non, de type socialiste ou communisant. Donc, un peu comme la République populaire de Chine. Ouais, non, la République populaire de Corée. Bon, donc c'était un peu ces logiques qui nous ont conduits à en donc, mais en 59, on était cette République du Dahomey. Et nous avons pris notre indépendance le 1er août 60 sous le vocable République du Dahomey. Peuple Dahomey, avec sa voix franchement, président, même en le disant, je ne lui vois pas, mais je ressens un peu la fièvre qu'il a dû ressentir en ces temps-là. Donc, oui, la République a 60 ans. Elle n'a pas été facile. C'est 60 ans de beaucoup d'épreuves. 60 ans de... Des épreuves dues à l'apprentissage ou dues aux choses qu'on a manquées. J'ai écouté sur l'émission spéciale qui a été faite vendredi, que nous avons eu sur cette plateau avec, en mémoire du feu docteur Basile Adjumoumouni. Dans quel pays en Afrique on peut avoir élu un chef d'État et on refusé de lui donner le pouvoir? Parce que les militants ont décidé. On m'a dit qu'il y a moins de 30% de suffrage, d'accord. Mais celui qui a donné le pouvoir, lui, il avait quel suffrage? Lui, il avait aucune. Il n'y a pas eu élection. Voilà. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça le drame béninois. C'est-à-dire que je ne vais pas aller monter quand parler de la tragédie nationale, mais il y a quand même qu'on n'a plus partout à dire que, je vous ai dit, on a tout fait pour empêcher Aouma Negbe, qui était le leader, qui avait un parti qui couvrait le terrain, qui a assis. C'est un parti qui avait des militants au nord, ou à Porte-Nouveau. Alors que quand vous prenez Apiti avait des c'était le roi de Porte-Nouveau, de l'environ, Adjara, tout le nez, un peu, bon voilà quoi, et puis il s'y plaisait. Vous prenez évidemment bon comme le Mono. L'Atlantique n'avait pas trop de grands leaders et connu, bon, ça couvrait tout ça. Ça couvrait un peu, donc, la partie méridionale, en longueur. Et puis alors, Maga avait le nord, voilà. Il partageait avec... Peu peuplé, mais non, il avait, bon, c'était un chef du nord, avec un certain nombre d'apparatchiks autour. Et puis, à Malébé, qui en avait à Porto-Novo, à Cotonou, partout. À Lomé, à Lokosa, à Abomey, à Parakou, à Bembeleke, partout, au nord, dans la Takora. Donc, l'UDD était assis. Et si l'UDD, on avait fait un système normal, l'UDD aurait gagné. Mais on a mis en place le système. Et c'est pour dire la République a fonctionné comme ça déjà. Par ces petits jeux, pour écarter l'autre. Alors, ça fonctionnait entre à Maga et à Piti, c'est à un moment donné. Et puis après, ça a commencé par faire des frictions. Alors, à Piti, c'est rapproché plutôt d'Aouma Negbe. Et elle a fait tomber Maga en 63. Et la coalition à Piti, Maga a pris le pouvoir, dans la constitution, ils ont pris la coalition Oualo-Guédé, ils ont pris le pouvoir en 64. Il n'a pas tenu. Aussi. Il ne peut pas tenir. C'est une affaire de... On est ensemble que si on est dans l'adversité. Ils ne sont ensemble. Parce que la jeune génération ne comprend pas ce qui se passe. Quand vous voyez Boni Yahi décrié en janvier 2016, et le même Boni Yahi, avec ceux qui l'ont décrié celui qui est venu le remplacer, à peine moins d'un an après, vous vous rendez compte justement de cette tragédie nationale. C'est exactement ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une tragédie nationale, c'est-à-dire, le professeur Carl Auguste Emmanuel, il perd son âme,
a dit, mais il faut qu'on aille conjurer le mauvais sort que Berger nous aurait lancé en disant, vous, dans ce pays, vous ne vous entendrez jamais. Il a dit ça, après la conférence nationale, qu'on aille faire le pacte, qu'on aille faire rompre cette malédiction. Professeur d'université. Il a imaginé où ça... Il n'a pas imaginé. Les gens racontent, je ne suis pas d'abomé, je ne suis pas historien, raconte que le Bienvenu aurait maudit le peuple. Parce que quand même, il en a souffert. Pendant que lui était dans le maquis, en train de lutter pour son pays, pour son royaume. Son frère a été porté des rois d'abomé. Quand même, c'est une trahison. Avec ceux avec qui... C'est une trahison, mais moi, je ne veux pas rentrer dans les histoires de royauté d'abomé. C'est complètement complexe. Donc, vous voyez déjà que le jeu alors aura commencé. Ils ont pris le pouvoir, vous allez comprendre. En ce cas, ils prennent le pouvoir. C'est une affaire de nomination de président de Cour suprême. Nomination de président de Cour suprême. Normalement, ce n'est même pas la gouvernance. C'est sur ça qu'ils se sont entendus. L'un attend que l'autre voyage et pour profiter du fait qu'il a intérim. Il a su l'intérim, il nomme. L'autre rentre pour dire jamais, ça ne va être le cas. Tu n'as pas cette prérogative. Et voilà. En tant qu'intérimaire. Il se chamaille. Et bon, voilà. Comme il n'arrive pas à s'entendre, l'armée leur donne un ultimatum, ils ne s'entendent pas. Bon, voilà. L'armée leur demande de démissionner. Les deux. Bon, l'un pensait qu'il jouait le rôle le jeu de l'armée, ça pourrait lui remettre le pouvoir, mais à Banéboué, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, les deux étaient contraints à la démission. Et voilà, donc... sur un détail, vous dites. Sur un détail, une affaire de nomination du président. Mais, je voudrais voir les parallèles avec ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui. Donc, il était quitte le pouvoir. Et à nouveau, l'armée reprend le pouvoir. Bon, voilà, il y a eu l'internet Kongaku Taïrou, le président de l'Assemblée nationale. Bon, lui, il n'y était pas, c'était pas son. Bref, il a pris ça pendant quelques jours, un mois pratiquement. Après, l'armée lui a repris ce pouvoir, le colonel Soglo. Donc, le président Soglo est revenu une deuxième fois au pouvoir. Après l'internet de 63 à 64, il revient encore fin 65. Mais là, il ne dure pas parce que bon, le pays était en crise. Déjà, la République était mal. Qu'est-ce que vous alliez pouvoir faire dans un tel environnement de crise? Donc, la République était en crise. Et donc, la banqueroute, il y avait un contexte international qui n'était pas aussi favorable. N'oubliez pas, on n'était pas... quand même. Les autres se battent pendant ce temps, nous, pour se développer. Pendant ce temps, nous, quartier latin, avec notre intellectualisme trop poussé, on fait du latin. Pour écarter les autres. Et donc, les jeunes cadres de l'armée, on n'a plus le pouvoir. Quand on dit les jeunes cadres de l'armée, il y avait déjà dans ce lot un certain capitaine Mathieu Kérékou. Mais, ce n'est pas lui qui a pris le pouvoir. Il était président du comité national de quelque chose, en tout cas à l'époque au sein de l'armée. De un chef d'état-major et colonel Allé. Je pense qu'il était lieutenant-commandant. Je ne me rappelle pas bien le grade. C'était le plus haut gradé parmi les jeunes. Parmi les jeunes cadres. Donc, ils ont pris le pouvoir en écartant les autres. Il fallait écarter les dinosaures là. Les trois belligérants. Exactement, les trois fauteurs de troubles. C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. C'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Pour ne pas même les nommer ainsi. Mais ils estimaient que bon, c'était eux, ils étaient les fauteurs de troubles. Donc, il fallait les écarter et ouvrir le jeu à d'autres personnes. C'est comme ça que Basil Adjoumouni a été appelé par des cadres, un certain nombre de cadres. Proche de... Il fait un peu le lien entre le nord et le sud, il fait un peu le lien. Il a posé une femme de Tchaourou, de village connu, avec une histoire connue, des gens qui ont un savoir-vivre, une discrétion, un humanisme déjà qui était apprécié, médecin international, en service au niveau de l'OMS. Neutre dans les crises antérieures. En tout cas, pas impliqué dans la politique politicienne. Donc, voilà, ils lui ont fait appel. Il y avait d'autres candidats, bon voilà, et puis voilà, l'élection a eu lieu, mais les autres, ceux qui étaient écartés ont appelé au boycott. Et bon voilà, il n'y a pas eu beaucoup de participation.
Et voilà, on a remis le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas été aux affaires. Et voilà l'autre tragédie. Quelqu'un a été aux affaires, l'autre n'a pas été aux affaires. Enfin, quelqu'un candidat, il a perdu, il a gagné. Vous dites, bon, non. Au lieu de reprendre les élections, on dit, bon, maintenant, on va remettre le pouvoir à celui qui n'a pas gagné. Il n'a même pas été candidat. Et lui, il prend. Et comme il est intelligent, en prenant, il dit, bon, voilà, c'est militaire, il croit quoi? Moi, je n'ai pas été aux élections, il me donne le pouvoir. Il faut d'abord que je me légitime. Lui, on a mis l'organisation de son élection à lui. Seul. En fait, est-ce que vous voulez de moi, oui ou non? Les gens disent, oui, on veut de toi, bien naturellement. Mais un gars, un tribun, un intellectuel aussi, un médecin aussi, un gars, qui a dans le rouage politique, il a mis les affaires étrangères, je parle du gouvernement à Manigbe, si je ne me trompe. Donc il était déjà, en tout cas, autant c'était en fait le quatrième de la sphère politique. Autour des trois. Le docteur Émile Dalin Zissou était un peu le quatrième. Le quatrième. Voilà, mais... Le quatrième larron. Voilà, enfin... c'est autour des trois dinosaures, il était le quatrième. Donc, voilà, il a pris le pouvoir. Il a gagné son plébiscite. Ça lui a réussi. Et il a instauré un régime d'enfer. Hein? Mais un vrai régime. Hein? C'est des changements. Parce que pour lui, la pagaille ne pouvait pas se poursuivre. Il fallait arrêter la saignée et développer le pays. C'est presque une trahison, finalement. En tout cas, les militaires n'ont pas bien apprécié et ils lui ont fait savoir en décembre 2009 quand ils l'ont accueilli à son arrivée au palais de la présidence et après direction d'Atengou direct. Et c'est comme ça que son histoire a pris fin. Voilà, en tout cas, son affaire a pris fin en décembre 69. Et quand on l'a accueilli, et puis voilà, un autre coup d'État. Et je m'arrête au niveau de la gouvernance Zinsou. Ça a été une gouvernance de qualité. Il fallait avoir du courage pour montrer au pays que ça ne va pas. Les syndicats, pour leur montrer qu'il ne s'agit pas de s'agiter, de se promener dans les rues, de crier pour que le pays se développe. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc, ce concept de travail, je pense que de 60, il a fallu attendre Zinsou pour réellement faire montrer au Béninois, au Dahomey, la réalité du travail. Comment c'est qu'un État ne peut pas se développer sans travail. Et que la liberté ne peut exister que si vous vous libérez des chaînes de la paresse, hein, et du profit, du gain facile. Je pense, pour moi, qui n'était pas de cette période, je suis né dans les environs, justement, comme je le dis souvent, je suis né sous les Insous, et je suis fier d'être né sous les Insous, et après grandi sous la Révolution, parce que c'est deux périodes pour moi sensibles. Le président Zinsou a incarné la rigueur dans la gestion. Il n'était pas candidat, on lui a remis un pouvoir, très intelligent, il faut qu'il se légitime. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Et puis, donc, il a commencé par, il voulait restructurer l'armée. Les grands compris. Les grands compris, ils l'ont taillé, sinon il voulait restructurer. Les grands compris que c'est la trahison. Il a donc, l'œuvre de Zinsou mérite d'être connue, enseignée. Et le Zinsou est très peu connu. Je pense que l'œuvre de Zinsou mérite d'être enseignée. Contextualisée en tout cas, enseigner tout au moins pour que la génération voit les progressions qu'il y a eu au niveau de nos hommes d'État depuis 1960, depuis la République en 69, en 4 décembre 1959. Il faut voir comment ça a évolué et qu'est-ce que chaque homme d'État, chaque chef d'État a pu faire. Et quand la jeune génération aurait connu tout ça, ils comprendront le sens de l'action de celui qui est là aujourd'hui. Ils comprendront parce que je me suis arrêté sur Zinsou, justement parce que je reprendrai après le lien. Il y a eu une rupture après, en décembre 69, quand les militaires ont repris le pouvoir. Ils étaient bloqués. Ils ont refait appel maintenant aux trois fauteurs de troubles, en griffe. Les mêmes. Parce qu'ils ont repris appel aux trois, en griffe, et je mets en griffe fauteurs de troubles, parce qu'ils essaient que j'ai eu le problème. Mais ils les font appel quand même. Ils le font appel parce qu'ils se disent, on peut rien changer. Ils les ont mis ensemble, on dit attention, maintenant là, on va y aller, mais attention, si vous continuez, bon, maintenant cette fois-ci, ce n'est pas des élections générales, c'est des élections régionalisées. Il faut d'abord faire dans l'eau, mais enfin, dans le sud, après au centre et après au nord. Une fois de plus, les élections étaient émaillées de difficultés. Non, de violence. Ah, de violence. De violence, de bain de sang. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts.
Les gens ne se acceptaient pas. C'était l'intolérance totale. Donc, les militaires ont mis fin encore aux élections. On demandait maintenant aux trois d'aller s'entendre pour gouverner. Et c'est là qu'on a eu le régime présidentiel. Donc, du triumvirat militaire, par les ministres de Souza, Benoît Sissoga, Maurice Europa Condé, du triumvirat militaire, on est passé au triumvirat civil, Maga, Aoumadébé. C'était l'ordre de tirage au sort. Chacun devait prendre le pouvoir pour 2 ans. Et au terme des 6 ans, ils allaient faire des élections générales. C'était le schéma. Donc, premier, alors ils pensaient qu'ils avaient fait la meilleure trouvaille. Donc, mai 70, première expérience du conseil présidentiel. Maga prend le pouvoir pour 2 ans. Après, il devait désigner un certain nombre de ministres. Il devait désigner un certain nombre de ministres. Alors, il y avait un gouvernement présidé par Maga, les autres étaient des conseillers, et les autres étaient des ministres. Et donc, en attendant leur tour. Chaque ministre ne se reconnaît qu'en son leader. Mais une belle pagaille. C'était une trouvaille de l'époque, mais une belle pagaille. Donc, imaginez comment une État peut être géré dans ces conditions-là. C'est des trucs de compromission, de remise en cause, de pagaille totale, quoi. Et personne. Donc, c'est dans cette foulée. Maga a pu s'en sortir. C'est un homme heureux. Il s'est tapé 3 ans d'abord, un an de 59 ans 60. Bon, après, il s'est tapé 3 ans, et puis après, il a dû partir. Il revient, il s'est tapé 2 ans. Voilà, dans le milieu mélo, il prend son affaire, puis il s'éclate. Et puis, on va dire que c'est le mal aimé. C'est l'homme de rigueur. Aussi. C'est lui. Donc, historiquement, on a toujours eu de réactions face à la rigueur, historiquement. Absolument. Toujours. Toujours. Nous sommes. Je dis toujours qu'on est à l'image de nos colonisateurs. Hein? On est à l'image de. Les réformes là-bas. Regardez-moi quelle réforme fonctionne facilement. Moi, j'ai vu un gars comme Alain Juppé qui était venu avec plein de belles idées, par exemple en France, en 1995. Mais après, on s'est pétanqué, après on est passé à la cohabitation. Et ainsi de suite. Il faut Macron peut-être pour être courageux, ou un peu lui avant Hollande, plus ou moins. On revient ici. Aoumadébé est l'homme de rigueur. Face aux 3 droits, parmi les 3, Aoumadébé c'est l'homme d'État. C'est l'homme d'État, c'est Aoumadébé. Ça, historiquement, vous échangez avec, sans être chauvin, parce que on va dire, bon, chacun va dire, oui, moi je porte nouveau, c'est à pitié. Mon leader, moi je dis de Paracou, non, moi sans aucun d'esprit de chauvinisme, je pense Aoumadébé, comme beaucoup de témoins que j'ai recueillis, c'est l'homme de rigueur, c'est l'homme d'État, ferme sur un certain nombre de principes. Donc, pas aimé, c'est pas un type flexible, c'est un type de rigueur, et vu ainsi, il lâche pas facilement. Ça ne passait pas. Donc, quand il a pris tout le monde, je dis, ce monsieur-là. Et lui-même disait, une de interview à l'ONTB, il disait que les gens ne l'aiment pas, et que bon voilà, dès qu'il a pris, il y a eu 1 ou 2 tentatives de coup d'État qui étaient, voilà, et puis le 3e, il a pris en mai 72, et en octobre 72, il perd le pouvoir. Il a pris le pouvoir en mai 72, et en octobre 72, en plein conseil des ministres, les militaires débarquent, et puis voilà. À peine 5 mois, hein? Voilà. Et en peine 5 mois, le coup d'État, bon, évidemment, vers la fin du régime de Maga, déjà, de 2 ans de Maga, pour empêcher à Aoumadébé de monter, il y a eu des tentatives. Donc, les gens ont tout fait pour monter, qu'ils ne voulaient pas d'Aoumadébé au pouvoir. L'intermède conseil présidentiel terminé en octobre 72. On a connu et vive l'ère de gouvernement militaire révolutionnaire. Quand m'a tué le commandant à l'époque, quand il a terminé sa proclamation, il dit vive l'armée, vive la révolution. C'était le. Donc, alors l'historien ou le politologue de l'époque gardera ces deux. C'est vive l'armée, mais vive la révolution. C'est pas la première fois que l'expression révolution venait dans l'histoire du pays. Mais cette fois-là, c'était une connotation particulière. Particulière parce qu'on sentait ces révolutionnaires-là et venant proclamé par un gars comme Mathieu Kérékou, connu pour son sens de l'équité et pour son c'est un gars injuste. C'est quelqu'un qui était partisan
de la justice. Pour lui, on doit... Donc, il est très connu pour un grand combattant de ces choses-là, des causes perdues, mais un type autoritaire également, enfin, qui avait de l'autorité. De l'autorité. Voilà. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait le coup? Est-ce qu'on l'a fait, on lui a remis? Ça, je ne peux pas le dire, mais il a pris le pouvoir. Et là, naturellement, ce pouvoir a reçu l'adhésion des jeunes cadres, des jeunes intellectuels qui sont beaucoup plus classés à gauche, qui avaient une certaine lecture de la gestion de l'État orientée vers la gauche. N'oubliez pas qu'on était en pleine guerre froide, le temps de la bipolarisation. Il fallait être soit à droite, avec des régimes capitalistes de type libéraliste, ou à gauche avec des régimes socialisants ou marxisants. Donc, il a préféré aller. Donc, ce discours était un discours accepté par les jeunes cadres de l'armée. Et pas les jeunes cadres intellectuels, que ce soit les universitaires ou les autres intellectuels moyens. Donc c'est comme ça qu'il y avait la Ligue, la Jude, qui était le mouvement donc, de jeunes qui était vraiment actif. Alors tous ont dit, on peut prêter attention à ce discours-là. On peut aller écouter un peu ce qu'ils veulent, ces militaires, ils ont l'air un peu éclairés, structurés. Allons voir un peu de quoi il en ressort. Le 30 novembre 1972, il y a eu le discours programme. Et c'est ce discours programme qui est la base. Je pense que c'était là que la caractéristique fondamentale et la source première de la hiérarchie de notre pays, c'est la domination étrangère. Je pense que ça a été la première phrase de ce discours programme qui a montré toute l'histoire de notre pays, qui a été donc, on a fait le procès de l'impérialisme, on a fait le procès du néocolonialisme, on a fait le progrès. Donc, déjà, et lancer les jalons de l'orientation. Et de ce que nous devons être, nous prendre en charge. Donc, ce discours programme a montré ce que l'armée est venue faire, que l'armée n'est pas venue pour garder le pouvoir, l'armée est venue pour s'ouvrir à toutes les forces vives, prêtes à. Donc, ça c'est la première phase de cette affaire. Et ensuite, les gens ont travaillé ensemble, plusieurs comités, plusieurs réunions, naturellement leurs divergences, l'armée qui jouait aux arbitres, voilà. Donc, le discours programme de 72, qui a été déjà une prise de position de l'armée entre les camps rivales, des deux camps rivaux, Jude Ligue. Finalement, on est tombé par, il y a eu, disons, le camp de la Ligue qui a pris le dessus et qui a donné naissance au discours du 30 novembre 1974, c'est-à-dire le discours d'orientation nationale. Le socialisme scientifique est notre voie de développement, le marxisme-léninisme est notre guide philosophique. Du coup, il y a eu la cassure entre ceux qui pensaient que, voilà, on peut ne pas choisir d'idéologie et évoluer, et ceux qui ont estimé qu'il fallait choisir d'idéologie. Et voilà, donc, la cassure a eu lieu, mais le régime a poursuivi un an après, le 30 novembre 1975, il y a eu la proclamation de la République populaire du Bénin, la création du parti de la Révolution populaire du Bénin. Dès lors, l'étape militaire est terminée. On a créé le Conseil national de la Révolution. On doit aller vers la loi fondamentale, une constitution. Donc, les militaires ont pris le pouvoir de 72, ils ont continué à 75, plus ou moins avec des forces vives de la jeunesse, des cadres venant des universités étrangères comme ceux qui ont été dans le pays. Et puis après 74, après la proclamation de la République populaire du Bénin et la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin, la structuration marxiste-socialiste, il était clair, l'orientation du régime était connue. Et alors on a nationalisé la société d'État, la société privée, on a créé plein de trucs. Donc le régime s'est enfermé beaucoup plus. L'ouverture de départ est terminée, il fallait s'orienter vers l'Union soviétique, vers la Chine, vers la Corée, vers le Cuba. Mais là, on n'est plus dans un cadre typiquement politique militaire, non? Non, on l'a pas été réellement, mais c'est vrai que de 72 à 75, les ministres étaient révolutionnaires, les ministres étaient tous militaires. Et donc, en 1975, le gouvernement militaire, après la création du parti et le Conseil national de la Révolution, les civils ont commencé par faire leur apparition. Donc, du coup, le GMR est terminé. On a créé le Conseil national de la Révolution. Donc, c'était plus le gouvernement militaire révolutionnaire, mais c'était le Conseil national de la Révolution. Le gouvernement
devenait le Conseil exécutif national. En 1977, on a eu la Constitution, donc la Constitution du 26 octobre 1977, on appelle ça la loi fondamentale, dont le préambule est très clair. Donc, nous sommes un État, la République populaire du Bénin, où le parti dirige l'État. Ce parti est un parti d'avant-garde, il s'appelle le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc, du coup, la structuration politique est quoi? L'organe suprême d'État, c'est le Parti de la Révolution populaire du Bénin, et qui est dans une dynamique c'est le centralisme démocratique et la ligne de masse. C'était ça un peu la devise. Donc on a le Parti de la Révolution populaire du Bénin avec comme ligne de conduite centralisme démocratique, ligne de masse. Ça veut dire que un parti d'avant-garde, on est à l'écoute du peuple, mais il y a un organe central qui gère tout ça. Et c'est une démocratie, mais c'est une démocratie contrôlée par un organe d'avant-garde qui est le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Alors ça a fonctionné. On a créé les organes locaux du pouvoir d'État, on a créé les tribunaux populaires centrales, on a créé l'organisation de l'État a été structurée dans la dynamique de la nouvelle constitution de gauche, donc du centralisme démocratique et de la ligne des masses, dans le cadre d'un État où c'est le parti et la religion d'État. Et tout le monde doit croire au Parti de la Révolution populaire du Bénin, qui est l'organe central et de quel découlent tous les autres organes. Donc, la justice était révolutionnaire. On a créé le parquet populaire central, qui est le procureur général de la Cour d'appel. On a créé la Cour populaire centrale, qui était la Cour d'appel. Vous voyez? Au niveau de l'Assemblée nationale, elle était une Assemblée nationale révolutionnaire. Et les conseillers les députés étaient des commissaires du peuple. Et ils étaient élus comment? Par catégories socio-professionnelles et confessionnelles. C'était pas professionnel et confessionnel. Et la liste était oui, oui. C'est-à-dire une représentation harmonieuse de l'État tel qu'il est. Absolument. Et attendez-vous, là où vous n'êtes pas désigné par le parti, vous êtes élu par 3. On veut on désigne 3 à la base. Et le parti choisit un des 3. Après, centralisme démocratique. Le parti désigne un des 3. Et donc, la liste des députés à l'Assemblée nationale révolutionnaire est arrêtée par le Conseil exécutif national, par le comité central du Parti de la Révolution populaire, est proposée par le comité central et validée par le bureau politique. Une question. Et c'est cette liste qui est soumise au référendum. Donc, vous votez oui ou non. Le blanc, c'est le oui. Le rouge, c'est le non. Est-ce qu'il est arrivé que... Non, vous aussi. Comment peut-on... Quel peuple peut oser rejeter un travail harmonieusement fait au nom du centralisme démocratique par le bureau politique? Cela dit, si on laisse un peu la blague, c'était un travail sérieux qui était fait. Dans la logique de la constitution de l'époque, le travail était sérieux. Les gens il y avait des débats à l'interne, houleux. J'ai eu des témoignages, il y en a encore qui vivent. Il y avait des débats houleux. Mais objectifs. Enfin, l'objectivité est relative. Mais les gens se lâchaient, parlaient. Mais quand la décision est prise, elle est exécutée sans embâche. Voilà. Naturellement, ce type de régime, on le travers. Parce qu'il n'y a pas de la contradiction. Mais cela est de dehors. Mais de l'intérieur, ça fonctionnait beaucoup mieux que tout ce qu'on a connu depuis 70 et 90. Ça fonctionnait de l'intérieur. La richesse des débats était de loin meilleure quand vous écoutez ceux qui ont participé à ce moment-là. Oui. En ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à demander. Les contradictions liées aux ethnies, aux régions, ça s'est endormi. Évidemment, parce qu'on a tué tout ce qui relève de ces parce que l'élection, tout se fait de manière de la base vers le sommet. Mais toujours avec le regard du bureau. Regardez, on a les arrondissements aujourd'hui. Enfin, les communes de l'époque, c'était un peu les arrondissements d'aujourd'hui. Alors, le chef de la commune rurale 2 ou commune urbaine 2, c'est le que ça en citadin ou en ville ou en... Mais il est élu. En montant sur une table, tout le monde rassemble. Il n'y a pas d'élection ethnique. Il est élu, les gens l'aiment, on vote pour lui. Et le parti valide. Le comité révolutionnaire d'administration de district valide, prévalide, c'est eux qui supervisent.
ça monte au niveau provincial. Le conseil d'État d'administration de province donne son avis. Et ça va au niveau du conseil central. Donc, les élections au niveau local sont gérées déjà depuis la base, mais validées par le comité central. N'oubliez pas que tout ça a des structures déconcentrées. Donc, rien n'était anodin. Les gens n'imposaient rien. Donc, les ethnies ont disparu. Bon, c'est vrai qu'après 90, on a vu que c'était une disparition factice. Parce que dès la présidentielle de 91, les régionalistes étaient exacerbés. Et c'était même la crainte de Kérékou à l'époque, quand on parle quand on a atteint la tragédie 89, avec la banqueroute, avec la sélection des paiements, avec les grèves à ne pas en finir, avec tout ça, quand on a atteint ce moment, et Kérékou, il voyait, pour lui, le difficulté était économique, et il stigmatisait les cadres à qui on a confié la sécurité d'État et qui les ont tués. Il ne voyait pas que c'est ça le système qui était en panne. D'ailleurs, en 79, il y avait les gens de la gauche, les Robert Dossou, le Fakoré Azar, Amos Eleb, un certain nombre de cadres qui ont fait un peu la conférence des cadres pour essayer de demander au système de s'ouvrir, de démocratiser, de regarder un peu le monde d'aujourd'hui en face. Mais la réponse de Kérékou était cinglante à cette clôture. Parce que Kérékou ne pensait pas que ce fût le problème de système. Pour lui, c'était les cadres qui étaient mauvais. Aujourd'hui, votre réaction par rapport à sa lecture, raison ou pas raison? Parce que même en démocratie... En tout cas, les hommes avaient des tares. Les hommes avaient des tares. Et le système était combattu. Moi, je pense, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi sous la Révolution. Je continue de penser que la structuration de la Révolution était meilleure que tout ce qu'on a eu après. Après, bon, c'est une affaire d'époque. Pour moi, la structuration, j'ai milité dans les cercles d'études révolutionnaires. J'ai vu comment c'était organisé. C'était une vive démocratie. Il y avait une vive démocratie, c'est vrai. Mais c'était des batailles à l'interne. Une bataille franche où vous vous affrontez. Déjà au niveau scolaire. Au niveau scolaire, vous le faites. Et puis après, bon, moi, j'ai pas eu la chance de connaître plutôt, puis entre-temps, ça a pris fin, et puis voilà quoi. Donc en 89, j'étais en terminale, bon, voilà, tout ça. Déjà en 86, on va dire, avec la grève de 85, tout ça a commencé par s'effriter. En 86, voilà. Donc en 89, c'était la banqueroute. Dès janvier 89, l'école était... les grèves ont pris d'assaut les écoles. Le mouvement la crise qui était économique s'est rendue rapidement devenue crise sociale. Voilà, entre-temps, il y a eu la chute du mur de Berlin en novembre 89, où le monde aussi était en grandement forte mutation. Il y a eu Tiananmen qui a été réprimé en juin. Il y a eu au niveau de l'Irak, la mort de... le monde a connu une mutation telle que on sentait qu'une révolution advenait. On sentait qu'une révolution advenait. Et donc, la chute du mur de Berlin a précipité le monde donc dans une forme de mutation profonde politique. De mutation politique profonde. Et nos États, nos micro-États n'avaient que... Et donc, un peu comme le Bénin, qui avait des problèmes économiques, des problèmes de banque, de liquidité. Donc, la crise sociale s'est installée parce qu'il n'y avait plus de salaire payé. Il n'y avait plus rien, pas de salaire. Alors les gens étaient dans un dénuement, ça ne peut plus continuer. Le gouvernement a menacé, a tout fait. Tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de truc. Alors la crise a pris de telle ampleur qu'en décembre 89, le président Kérékou a tenté. D'abord, il y a fin octobre, fin novembre, il me semble qu'il y a eu... ils ont fait beaucoup de tentatives, ça ne marchait pas, un nouveau gouvernement, la sortie de Robert Dossou et de René Wansou, lorsque l'enfant pleure, on ne le frappe pas, on lui met le biberon,
Voilà, ça a donné lieu, bon voilà, on a retrouvé Robert Dossou au niveau donc du gouvernement qui a suivi les élections législatives donc de 89. On a retrouvé le professeur René Awansou à la tête de la enfin, dans une commission donc de vérification des biens de l'époque. Donc bref, il y a eu des tentatives ici et là pour colmater, rien n'y fit. En décembre 89, il y a eu la réunion de tous les organes du parti et de l'État qui ont donc décidé donc le bureau politique, le comité central, le comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire, donc toutes ces instances de l'État se sont retrouvées pour analyser la situation. J'oubliais d'ajouter la banqueroute dedans, il y a eu, le Bénin a fait appel au FMI, à la Banque mondiale, qui nous ont lancé dans un programme d'ajustement structurel. Et donc, qui dépasse 10 conditionnalités, et l'une des premières, c'est d'ouvrir, c'est la démocratisation. Donc, il fallait ouvrir le régime. Voilà. Et donc, il y a eu cette fameuse réunion des 6 et 7 décembre 89 qui ont débouché sur un communiqué qui a mis fin à la constitution du 26 août 1977 en déclarant que désormais le parti ne dirigeait plus l'État, que l'idéologie marxiste n'était plus l'idéologie, c'était le renoncement de l'État à ses propres fondamentaux et donc du coup la caducité de la Constitution. Elle était là, mais elle ne pouvait plus être appliquée dans son fondement. Donc ça a ouvert la voie à une situation bizarre et que seul le Dahomey pouvait connaître, le Bénin. Et voilà, on a vécu 1 mois et demi, 2 mois sans constitution véritable, mais avec un pouvoir de fait en place. Et donc une conférence nationale qui a été proclamée, a fait lancer une rue qui était en ébullition, un Kérékou qui a quand même pu suggérer globalement son affaire et a conduit le pays dans la transition. Il y a eu la conférence nationale et il y a eu tout ce qui a suivi. Alors donc voilà un peu ramasser la vie de la République de décembre de 59 à 90. Après de 90, tout le monde connaît la suite. On a fait la conférence nationale, une nouvelle constitution. La constitution qui, le 10 décembre prochain, aura 29 ans. Aura 29 ans et qui, prenait exemple sur le passé, a mis beaucoup de points de liberté, de ci, de ça, pour empêcher que l'État, que le pouvoir devienne encore des maîtres, que les gens... Mais là, on a connu 30 années d'autres agitations, d'autres exaltations, d'autres boulangeries, d'autres roueries, d'autres immobilismes. Bon voilà, donc je pense que le Parti Talon a arrêté de tout ça et est en train donc de faire peut-être une autre orientation. Je pense qu'il va falloir que nous asseyions, comme voyez tout le tout qu'on vient de faire, il va falloir peut-être le refaire sur de la conférence nationale au dialogue politique national pour voir le pas que nous avons fait. Ça ne sait plus aujourd'hui, mais il va falloir trouver de la conférence nationale au dialogue politique national. Quand vous regardez de 59 à 90, on se rend compte que rien n'était anodin. Le régime de 72 était nécessaire pour mettre fin à la CENI. Alors, les dérives du système étaient naturellement interne au système. Et donc, est-ce qu'on pouvait évoluer autrement? Le monde était bipolarisé, les Mobutu ont pu exister, les régimes sanguinaires, tout ce que les gens, parce que justement, ils servaient la cause des autres. Donc, face à eux, le Bénin faisait office de Dagno. C'est vrai, il y a eu des cas de il y a eu Segbanan, il y a eu des cas à Cotonou ici, le Petit Palais. Il y a des gens qui sont meurtris à vie. C'était le système de l'époque. Donc, et ça, la conférence nationale n'a pas réglé cette question. N'a pas réglé. Et l'après-conférence ne l'a pas réglé non plus. Donc la République des vainqueurs de quand on dit la conférence nationale, c'est historique, oui, c'est historique dans sa conception. Et c'est surtout historique parce que Mathieu Kérékou a pu trouver les ressources en lui pour se régénérer et conduire le pays dans une nouvelle dynamique sans qu'il y ait effet de sang. Mais après la conférence nationale, c'est une réunion de fait. C'est une réunion qui n'avait pas de légitimité. C'était qu'à la fin que les décisions ont emporté l'adhésion générale. Mais au démarrage, ceux qui y étaient n'avaient aucune légitimité. Personne ne c'était pas en termes d'élection, personne les avait envoyés. Quand on enlève les partis, les structures politiques qui existaient à l'époque, quand on enlève les associations de développement, mais les autres, ce qu'on appelait sensibilité, mais qui les avait envoyés? Donc, on était dans une situation, c'est pour ça que moi je voudrais un débat sur la conférence nationale, au dialogue politique tout au moins, qu'on analyse
Kérékou a pu utiliser sur les conseils de Guy Maria Jaïs, l'ambassadeur de France, ou de quelques personnalités, Robert Dossou, Pierre Champ, en tout cas ça et là, tous ceux qui ont pu l'aider, l'église catholique, hein, le clergé à l'époque, Monseigneur Ganti, tout ce monde qui ont fait du bon travail, nous a conduit à la conférence nationale. Et pendant les 8 jours, on va revenir sur l'année prochaine. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de choses. Monseigneur de Souza, l'église, le clerc, les anciens présidents de la République et la foi de Kérékou. La foi de Kérékou en un État. La foi, la personnalité de Kérékou, qui est une personnalité qui est plus sociale qu'on ne le pense. Tout ça nous a permis de sortir de la conférence. C'est pas parce que nous avons réussi que c'est devenu. On le sacralisera. Non. La conférence a permis de régler un problème ponctuel. On était dans une situation de crise, il fallait s'en sortir, on l'a utilisé. On s'est complu, on s'est endormi après, en disant oui, on a vaincu la fatalité. Non, c'était le début. On a dû se réveiller et ouvrir une conférence politique quelques années après. La preuve, on n'a pas le temps. Un an après, mais la crise a repris. Pour que Kérékou laisse le pouvoir, ayant perdu, il a fallu une loi d'amnistie pour lui. 5 ans après, on a tiré sur les membres de la Cour constitutionnelle au domicile parce que la Cour ne faisait pas le jeu du président en place. On a tiré sur les membres de la Cour constitutionnelle. On a tiré sur le domicile du président, du président Maurice Aranzo-Glélé, qui était vice-président de la Cour constitutionnelle, parce que bon, on estime bien que la Cour ne faisait pas le jeu du pouvoir en place. Hein? Alors qu'au début, après avoir perdu les élections, le président Soglo a fait un meeting déjà, où il a dénoncé les institutions, il a cité les gens, il a livré les gens à l'avenir populaire. Les institutions. Alors on dit en 1996. Voilà, donc, les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats de l'élection présidentielle de 1996 ont été fortement décrits par Emmanuel Adjovi, docteur Emmanuel Adjovi, dans un livre, une démocratie en Afrique, la présidentielle de 1996. Le livre est aux éditions Cartala, j'en peux encore le lire si j'en trouve. Il faut voir dans quelles conditions on a été à l'élection présidentielle de 1996 et de dire que nous, il faut lire l'histoire. Si on ne relit pas aujourd'hui à l'histoire, on va croire que certaines choses sont anodines. Et c'est là qu'il faut parcourir. Il faut utiliser les 60 ans de la République pour parcourir l'histoire et comprendre ce qui s'est passé dans tout le pays. Que rien n'est anodin. Après de ce moment-là, si Soglo avait eu les moyens, il aurait empêché l'arrivée de Kérékou au pouvoir en 1996. Il ne faut pas avoir peur des mots. Les faits sont là et têtus. Hein? Les faits sont là et têtus. Il faut que les personnages qui ont vécu ces moments parlent pour éclairer la jeunesse, pour l'édifier. Parce qu'il y a une jeunesse qui ne comprend pas grand-chose, qui écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut illustrer, il faut dire les choses par leur nom. Parce que c'est cela qui va permettre à la génération d'aujourd'hui d'être meilleure dans la gouvernance. Ce que fait le président Talon aujourd'hui, ce n'est que le nettoyage normal. Lui, il a un mandat. Lui, la Constitution n'est pas... Au contraire, la Constitution est déifiée ici. Elle existe. Et le président a décidé, les lois ont été votées, et on entend les gens dire non, il faut laisser ces lois-là parce que leur application est difficile, et qu'on n'arrive pas à prendre des anciennes lois. Alors, donc, on veut nous mettre dans des périodes d'exception, alors qu'on est dans une période normale. Et à chaque fois, on dit oui, il y a crise, mais on n'a vécu que dans des crises. Donnez-moi un quinquennat, je vais vous montrer les crises qu'il y a eu. On a depuis 1959, on n'a jamais connu 2 années tranquilles. Il y en a pas. Depuis 1959, les années qui ont été tranquilles, soft, souples, simples, c'est les années de la Révolution. C'est 72, 90. On trouvera. Mais malgré tout ça, il y a eu le 16 janvier 77 avec l'agression prétendument armée impérialiste. Donc c'était ça. Hein? L'agression armée impérialiste. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc je lui redonne l'appellation. L'agression armée impérialiste le 16 janvier 77. Il y a des martyrs. La place des martyrs qui est là a un nom, a une histoire. Mais de 77 à 80, c'était le début de la mise en place des organes. Il y a eu les premières élections en 79. Il y a eu de nouvelles élections en 85, en 84. Et la dernière élection en 89. Donc la Constitution de 77 a connu 3 élections. Mais quand même, en dehors de cette période, on n'a plus connu de période calme.
après le 90, on est resté de crise en crise, parce que personne ne veut lâcher prise. Les vieux démons sont revenus. Cette fois-ci, plus que sur la tête de 3 personnes. Exactement. Ils ont régénéré. Il y a le balai congénital. Vous voyez, quand Mounier parlait déjà de le Dahomey, le Catlé, la tête de l'Afrique francophone, mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie et de je ne sais pas quoi n'est pas de nature à assurer le développement. Il le dit en 48. Il ne l'a pas dit en 60. Lui, il a dit en 48. Alors donc, et quand vous le lisez, vous lisez carnet de voyage ou bien je ne sais pas comment son document, mais vous allez voir comment il dépeint l'intellectuel de Dahomey, le Porto-Novo, enfin c'était à l'époque, il était tout le club Porto-Novo. Quand vous lisez, vous comprendrez que c'est eux qui ils ont régénéré en nous. Nous sommes, on est porteurs des tares de l'époque. Mais il faut bien qu'on puisse vaincre cette fatalité. Il faut canaliser l'homme béninois. Et il faut, je pense que le président Talon est en train de réussir, mais naturellement, comme nous sommes régénérants, nous sommes des versions actuelles de cette race de l'époque, naturellement, il en a déjà qui trouve qu'il y a des crises, qui trouve qu'il y a crise, qui trouve que ça ne va pas, que le Bénin, qu'il faut libérer le peuple. Oui, il y en aura toujours parce que finalement, on n'a que ça à faire. Non, je pense qu'il faut que nous puissions réfléchir sur, franchement, notre vivant. La République, c'est ce que nous avons de commun. La République, c'est ce qui nous fait. C'est pour ça que nous, on est ensemble, en parlant français, et en parlant peut-être, et venant d'horizons divers, des territoires qui n'avaient pas vocation du tout à être ensemble. Et pourtant, des peuples qui ne devaient même pas se croiser peut-être, parce que parlant d'autres langues, d'autres rites, ayant d'autres coutumes, et pourtant nous sommes ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Et moi, je souhaiterais que nous perpétuons ce vivre ensemble. Notre plongée donc dans l'histoire politique, est-ce utile encore de vous dire en quelques mots de conclure cette émission? Mais bon, vous avez quelques secondes. Je pense qu'on a l'occasion de revenir sur un certain nombre de faits. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on analyse la Constitution de 1990, de 90, dans sa pratique réelle et de son apport au développement du pays. Et vous vous rendrez compte d'un certain nombre que nous avions des choix à faire, qu'on n'a pas pu faire en 90 et qu'on n'a pas eu le courage de faire sur un certain nombre d'années et qui nous ont conduit un peu dans une situation dont certains se plaignent aujourd'hui. Il y a l'adage qui dit, lorsqu'on est tombé, il ne faut pas regarder là où on est tombé, c'est là où on a trébuché. Nous, on a du mal à regarder là où on a trébuché. Il faut qu'on fasse cet effort. Nous peut-être d'une certaine génération intermédiaire, vous d'une certaine génération actuelle, et les plus jeunes qui viennent, je pense qu'il faudrait qu'on puisse être plus lucide pour pouvoir profiter, partir des erreurs d'hier, pour mieux regarder à l'avant et mieux bâtir la République de demain. Voilà ce que moi c'est mon appel. Je pense qu'on aura d'autres manières de revenir sur ces différents faits. J'ai dû survoler ces choses. Je ne suis pas historien, donc peut-être quelques approximations, mais j'espère que s'il y a d'autres qui ont des précisions, je serais volontiers qu'ils les apportent pour nous éclairer. Ce serait pour le bien de notre jeunesse et de notre pays. Agapit Napoléon Maforican, la consultation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, vous avez entendu la promesse de cette ouverture, on va dire, aux précisions, cette ouverture aussi à votre rapport pour éclairer la jeune génération. Ça va bénéficier à l'État, à la nation. Merci beaucoup. À dimanche prochain.